Questions électorales. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Victor Bokor, expert électoral. Victor Bokor, bonjour. Bonjour Witidi, bonjour également à Modeste. Bonjour Victor. J'espère que vous vous portez bien. Bien. Ok, super. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du scrutin, le cas des législatives, les différentes phases du scrutin, le cas des législatives 2023. Mais avant, nous allons aborder un sujet qui s'avère que durant le week-end dernier, un candidat aux législatives, il est passé de vie à trépas. Déjà, nous nous posons une question. Qu'est-ce que la loi a prévu quand un candidat décède au cours d'une campagne ou d'un processus électoral? Non, au cours du processus, il peut arriver qu'un candidat décède. Et nous avons connu, vous le dites si bien le week-end dernier, le cas d'un candidat sur la liste du bloc républicain. Je crois savoir que ce n'est pas le seul. Il y a eu déjà un ou deux autres cas de décès sur la liste. Que prévoit la loi? Vous savez que quand on dépose la liste des candidats au niveau de la Sénat et que cette liste est validée, il n'y a plus possibilité justement de changer les acteurs. Seulement que la loi y fait un petit bémol. En cas de décès, il est autorisé justement au parti de pouvoir donc au remplacement de ce dernier-là sur la liste. Et c'est ce qui va se passer avec la liste du bloc républicain où l'un des candidats vient de passer de vie à trépas. La loi donne justement l'autorisation à ce parti-là à bien vouloir procéder au remplacement, justement. Ok, donc si nous pouvons mieux comprendre, c'est son suppléant qui le remplace, c'est ça? Pas forcément. Non, pas forcément le suppléant. Le suppléant reste dans sa position. Oui. Écoutez, c'est la position qui vient de connaître ce dommage irréversible, donc la position du décédé qui sera simplement remplacée par un autre acteur. D'accord. Au sujet des différentes phases du scrutin, le cas des législatives 2023, déjà, Victor Bokor, que pouvons-nous entendre déjà par le scrutin et combien de temps il peut durer? Non, il faut retenir que le scrutin, c'est toutes les opérations qui rentrent en ligne de compte pour le bon déroulement du vote. Oui. Et le scrutin, il va sans dire que cela va se tenir sur la journée des élections. Et donc, toutes les phases qui vont concourir justement à bien organiser cette opération de vote-là, à permettre aux différents électeurs de venir exprimer comme il se doit justement le choix. Tout ce qui rentre en ligne de compte sera qualifié donc du scrutin. Il y a une spécificité, nous sommes dans une élection législative. Le cas de celui de 2023, et la loi dit clairement, comme ce n'est pas un cas de couplage, c'est une élection simple, il y aura que le scrutin va durer 9 heures de temps. D'accord. L'ensemble des bureaux de vote doivent s'ouvrir obligatoirement à 7 heures. Et donc, 9 heures de temps après, on sera autour de 16 heures si les calculs sont bons. Je ne suis pas bon mathématicien. Donc, autour de 16 heures, les bureaux de vote doivent pouvoir fermer. La nuance, c'est que quand nous retrouvons dans un cas de couplage des élections dans la perspective de 2026, on aura les élections générales. Deux élections peuvent se mettre ensemble. Dans ce cas-là, il y aura une heure additionnelle qui s'ajoute pour permettre aux différents électeurs justement d'avoir un peu plus de temps. Dans le cas d'espèce, donc, on aura 10 heures de temps. Pour une opération qui s'ouvre à 7 heures, 10 heures de temps après, on sera en train de fermer les bureaux de vote autour de 17 heures. Oui. Encore qu'il faut préciser, tout retard accusé donc, dans l'ouverture d'un bureau de vote est obligé d'être compensé. Voilà, la loi fait obligation d'ouvrir à 7 heures. Ainsi, pour une raison ou pour une autre, vous n'ouvrez pas à 7 heures, que vous ouvrez à 10 heures. C'est dit que vous avez accumulé 3 heures. Vous devez forcément rattraper ces 3 heures. Et donc, comprenez que si vous démarrez à 10 heures, vous irez vers 19h ou 20h. Voilà. Alors, hormis le retard accusé par certains postes de vote, dans certains postes de vote, est-ce que le nombre, quand il y a un électeur et que déjà vous vous retrouvez à 16 heures, est-ce qu'il y a, quand il y a des électeurs, on peut aussi aller au-delà parce que vous n'allez pas laisser les électeurs et vous dire on ferme à telle heure, les laisser partir. Ils doivent quand même accomplir leur devoir.
Il y a une spécificité. C'est vrai que vous démarrez à 7 heures, vous êtes censé finir à 16 heures. Les agents électoraux sont formés à cet effet. Généralement, ce qui se fait au niveau du poste de vote, le fait, c'est un peu comme à la banque. Si vous êtes là dans le délai, vous devez forcément exprimer votre vote. Et c'est dit clairement conforme 9 heures de temps après. Mais ne soyez pas surpris que l'opération prenne fin autour de 17h, 18h, 19h. Pourquoi? Simplement parce que ceux qui y sont au moment où sonne l'heure de la fermeture ont l'obligation de voter. Oui. Et généralement, les présidents ou assesseurs du bureau de vote vont chercher les cartes des acteurs, des électeurs, donc en commençant par la dernière personne dans le rang. On récupère toutes ces cartes-là et ces cartes sont mises devant le président et les assesseurs, de sorte qu'au fil des appels, les uns et les autres viennent voter jusqu'à épurer ceux qui sont déjà dans les rangs. Comme pour dire, si vous êtes là à 16h00, les membres les MPV ont l'obligation de vous prendre en compte. Et donc, dans le déroulement normal de ce processus-là, on pourrait aller au-delà justement des 16h, des 17h, des 18h, mais en tenant compte de ceux qui étaient déjà présents à l'heure de la fermeture. Je ne sais pas si le cas d'espèce, si je me fais bien comprendre. Oui. Alors, Victor Bokor, le scrutin électoral est déjà pour le compte des législatives prochaines. Quelles sont les étapes de ce scrutin? Alors, les différentes opérations, ça revient à parler des différentes opérations du vote. Écoutez, le jour du vote, il y a que les MPV sont présents à leur poste de vote. Il y a le matériel qui va être disponible, donc ils vont procéder à la vérification du matériel existant et se rassurer que les bulletins de vote sont en quantité suffisante. Parce qu'il n'est pas normal de démarrer cette opération-là sans s'assurer que les bulletins de vote ne sont pas en quantité suffisante. Quand on sait les différents revers que cela peut causer. Alors, il y a le contrôle du matériel. Oui. Et après, les opérations de vote seront lancées. Il y a une phase très, très importante qui se passe généralement au départ, où il y a l'identification des bulletins de vote. C'est codifié. Les MPV sont invités avec les premiers qui sont sur les lieux, les premiers votants, à faire cette phase importante là qui concerne un peu l'identification, l'authentification des bulletins de vote. L'avantage, c'est que quand vous prenez un bulletin dans un poste de vote A, il n'est pas évident que la codification à ce niveau-là soit la même au niveau du poste de vote B. Et cela juste pour éviter les opérations de fraude, que les bulletins destinés à un poste de vote donné soient usurpés, utilisés pour aller faire un bourrage ailleurs. Donc il y aura cette phase-là. Et nous aurons, va s'en suivre normalement justement le vote. Le vote sera déclaré ouvert. Et par la suite, il y aura la compilation des résultats au niveau même de ce poste de vote. Et après, il y aura l'acheminement justement de ces résultats-là au niveau de l'arrondissement où le coordonnateur d'arrondissement va réceptionner justement tout ce qu'il y a. Il y aura une autre phase de compilation à ce niveau où les présidents du bureau de vote et les délégués vont également signer la fiche de compilation et nous aurons les mises en pli. Et celui de la Sénat et celui de la Cour constitutionnelle. Voilà brièvement un peu ce qui va se passer le jour du scrutin. D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait fi du matériel électoral. Déjà, c'est quoi la composition du matériel électoral? Bien entendu, pour aller aux élections, il faut forcément que les gens aient un cachet pour voter. Et le cachet sera utilisé sur un bulletin de vote. Donc, il y aura forcément les bulletins de vote en quantité suffisante. Il y aura également au niveau du poste de vote les encres qu'il faut pour pouvoir tout au moins voter, mais également pour pouvoir estampiller les doigts pour marquer en fait que ces derniers ont eu à voter. Nous aurons des stylos, ça c'est normal. L'éclairage, la nécessité de prendre des dispositions pour l'éclairage avec des lampes torches. Nous aurons les fiches, les différentes fiches de compilation. Nous aurons également les registres de vote par procuration et par dérogation. Voilà en fait ce qu'il y a en termes d'essentiel qu'on pourrait retrouver
en termes de matériel dans un bureau de vote. Aussi le bulletin que vous avez oublié. Ah si, j'ai dit le bulletin. Bon, alors Victor Bokor, parlons de l'identification du bulletin. Déjà, on sait que derrière le bulletin, quand vous preniez déjà un feuillet de bulletin, vous avez des carreaux derrière. Oui. Comment se fait l'identification? Et déjà, il faut aussi savoir que c'est le premier votant qui choisit les carreaux d'identification. Comment ça se fait? Non, c'est une opération très simple. Et c'est connu des MPV, c'est connu des coordonnateurs, c'est connu des assistants. Tout compte fait, c'est connu des agents électoraux qui, avant d'aller sur le terrain, sont formés à cet effet. Quand vous prenez un bulletin de vote, tout à fait derrière, c'est divisé à un certain nombre de carreaux. Alors, le premier électeur, pour procéder à l'identification et l'authentification, le président demandera simplement au premier électeur, écoutez, vous avez un cachet. C'est un cachet qu'on donne pour identifier, authentifier. Il faut dire qu'il y a les cachets d'identification qui existent déjà, parce que chaque poste de vote a un identifiant qui est connu. Et donc, le cachet est mis à disposition. On demandera donc au premier votant, sur la base d'un cachet, ok, combien de fois est-ce que vous voulez que ce soit marqué? Il dira peut-être une ou deux fois. Et après, où est-ce que... Bon, vous choisissez un nombre. Et à la fin de ce processus-là, c'est de retenir un code. Oui. Et c'est ce code-là qui va servir justement à authentifier les bulletins qui sont issus de ce bureau de vote. C'est une opération simple qui se déroule à l'ouverture avec justement le premier votant. Et ces bulletins qui sont authentifiés par la suite par les membres du poste de vote? Effectivement, le président va se faire aider des assesseurs. Rapidement, on aura à authentifier 3-4 bulletins pour que les premiers commencent par voter. Et dans la suite, nous avons l'obligation de répéter ce même schéma-là sur l'ensemble des autres bulletins de vote. C'est une phase qui va rapidement, ça ne prend pas de retard. D'accord. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement des différentes phases du scrutin des législatives de 2023 précisément? On retiendra qu'il y a l'ouverture du poste de vote, oui. Le démarrage donc de ces opérations avec l'authentification et l'identification des bulletins. Oui. Il y a au préalable le contrôle du matériel. On s'assure que les bulletins de vote sont disponibles en quantité suffisante. L'opération du vote va démarrer. On retiendra en fait que cette opération, le scrutin va durer 9 heures oui. Pour une élection normale, et puis dans le cadre d'une élection couplée, l'élection va durer 10 heures de temps. On retiendra également que durant cette phase-là, quand arrive l'heure, les différents agents au poste de vote ont l'obligation de faire voter tous les acteurs qui sont présents à l'heure indiquée, en commençant par prendre les cartes depuis les dernières personnes jusqu'à arriver aux premières personnes, de sorte à permettre à tous ceux qui étaient à l'heure de voter comme il se doit. On retiendra également que va s'en suivre normalement au lieu du poste de vote, comme la loi l'indique, le dépouillement nécessaire, la compilation des résultats au niveau du bureau de vote. Les résultats seront signés également par les délégués et acheminés au niveau du coordonnateur, au niveau de l'arrondissement qui fera la suite du processus. D'accord. Est-il déjà arrivé que dans un bureau de vote, qu'il y a eu manque de bulletins? Il est arrivé plusieurs fois et qu'il n'y ait pas eu le matériel suffisant. Les conséquences sont énormes parce qu'on a pu voir des populations dans la rue crier à la fraude parce qu'elles estiment en fait qu'on ne les a pas permis d'accomplir comme il se doit leur devoir. Oui. Et donc c'est pour cela en fait que la loi fait obligation aux différents présidents de postes de vote de s'assurer de la disponibilité du matériel sensible, surtout le bulletin de vote, avant de lancer toute opération. D'accord. Alors, Victor Bokor, déjà, il faut savoir que la liste des élections de chaque des postes de vote ou de chaque arrondissement est mise à disposition
des partis politiques. Et est-ce que, je vais revenir au dépouillement, comment se fait le dépouillement? Est-ce que c'est forcément en présence d'un mandataire d'un parti politique qui représente déjà le parti au centre de vote? Écoutez, à la fin du processus de vote, il y a forcément que vous devez remplir les différents procès verbaux. Oui. Alors, avant de remplir les procès verbaux, il faut faire forcément le dépouillement. Généralement, l'opération de dépouillement se fait devant tout le monde. Les délégués des différents partis politiques ou les candidats qui voudront eux-mêmes être présents sont sur les lieux. Oui. Le président et les assesseurs sont là. On interpelle au niveau des votants, soit généralement le dernier votant, qui aide à faire le dépouillement. Il y a le scrutateur, il y a un qui vient au niveau de l'ensemble l'une. Oui. L'une est renversée dans un premier temps. On décompte normalement pour voir le nombre de bulletins dans l'une. On se rassure au niveau des votants que nous avons également la même quantité pour déjà apprécier, en tenant compte également du registre du vote par procuration et par dérogation. On trouvera donc le nombre de votants exact. Le nombre de votants, il peut être différent du nombre d'inscrits. On peut se retrouver à 500 inscrits dans un bureau de vote, mais en termes de votants, se retrouver à 100, à 200 ou à 300. Il arrive, et ce n'est pas une fraude, qu'on pourrait aller au-delà du nombre des inscrits au niveau d'un poste de vote, simplement parce qu'il y a eu des votes par dérogation. Et donc des acteurs qui sont venus ailleurs, qui sont venus justement accomplir leur devoir dans un lieu qui est autre que les leurs, en ayant bien sûr le mandat. Voilà, un justif nécessaire pour voter. Alors, et donc le scrutateur aidé par le président, après avoir fait ce décompte-là, on reviendra maintenant à mettre sur un tableau les voix obtenues par chaque parti. Oui. Et le scrutateur sera au tableau et va marquer en utilisant les pictogrammes, c'est les formes de bâtonnets qu'on écrit pour faire les décomptes. Et donc, il y aura un qui fait sortir le bulletin, qu'il présente et qui dit le parti qui le donne à un autre qui atteste, et puis l'autre marquera au tableau. Et ça, c'est fait au vu et au su de tous. Voilà. Alors, quand il y a de défaillance des membres de poste de vote, quelles sont les dispositions que prennent quand même, que ce soit la Sénat, les coordonnateurs ou les assistants coordonnateurs, voilà, le jour du scrutin? En fait, pour empêcher ou pour éviter que le processus, le scrutin ne se déroule pas bien, la loi a pris un certain nombre de mesures pour éviter non seulement les questions de retard, mais pour éviter également que l'opération soit perturbée dans son ensemble. Si des MPV qui ont été désignés, formés, en viennent à être en retard dans le processus normal, si le président n'est pas là, écoutez, il est remplacé par le premier assesseur qui devient automatiquement président. Le deuxième assesseur devient premier assesseur et il va sans dire que la place du deuxième assesseur devient vide, et sur l'État, on prendra un électeur qui voudra bien se prêter à ce jeu-là, accompagner le processus. Il en vient dans des cas où, au cours de la formation, on attend 5 personnes, mais c'est 10 personnes qui viennent. Alors, on pourra faire appel rapidement à ceux qui ont été formés pour venir justement remplacer les défaillances. Tout est mis en œuvre pour que l'opération se déroule normalement, pour que l'opération démarre également à temps. Alors, Victor, encore une dernière question. À la fin du vote, comment se fait le transport, que ce soit le bulletin, les bulletins et tout ce qui va avec? Parce que après le dépouillement, comment se fait le transport? Est-ce que c'est suivi des agents de sécurité, les policiers par exemple? Parce qu'en cours de chemin, il peut y avoir de fraude. Écoutez, quand vous aviez le nombre de postes de vote que nous avons, il n'est pas évident qu'on pourrait mettre dans chaque poste de vote un agent pour assurer justement la sérénité du transport. Non, peut-être qu'on en reviendra prochainement sur les garanties au niveau du code électoral quant à la sincérité du vote. Non, il y a des garanties.
Écoutez, l'une des premières garanties, si je peux dire, en attendant qu'on y vienne peut-être sur une autre émission, quand on finit le dépouillement, on va faire obligation justement d'afficher sur le poste de vote les résultats. Oui. Première garantie. Et donc, les résultats qui sont affichés, mis à disposition également des délégués des partis politiques, seront simplement acheminés au niveau du coordonnateur. Si au cours du processus, au cours de ce déplacement, il en vient qu'on modifie les résultats, écoutez, la traçabilité est rapide, elle est vite faite. Oui. Parce que les résultats du point du départ doivent être les résultats au point d'arrivée. Et en cela, il ne faudrait pas craindre. Quand on sait le nombre de postes de vote, quand on sait le nombre de centres de vote, a priori, on pourrait dire qu'il y a une sincérité dans ce qui est fait. Et donc, le transport ne devait plus poser un problème. En fait, c'est ce que je pense. Oui, donc Le ce n'est jamais arrivé qu'il y ait eu ce cas-là. Entre-temps, non, écoutez, non. Et c'est parce qu'au fur... Je vous ai dit que le processus électoral, il est dynamique. Et donc, on en vient à chaque fois à apporter des rectificatifs, quitte à améliorer justement l'entièreté du scrutin, mais également à permettre à ce qu'il y ait une sincérité dans les résultats, que le choix des électeurs puisse être matérialisé dans les urnes, mais également au niveau du dépouillement, que cela puisse être constaté. Il est arrivé que des urnes sont sorties de, on ne sait, où, et ça c'était une période lointaine, où dans notre processus, on a eu quelques difficultés, où il y a eu des urnes qui ont été interceptées, où on a refusé de les prendre en compte, parce que simplement, on ne sait pas d'où ça venait, ou des postes de vote pouvaient se créer à n'importe quelle pièce. Aujourd'hui, il faut se réjouir de ce que notre loi a permis des avancées tangibles quant à la sécurisation des opérations de vote et la sincérité justement des choix exprimés par les électeurs. D'accord. Bon, Oui, je pense que Victoire a répondu à la question, c'est bon. d'accord. Victor Bokor, vous avez un dernier message ou un mot de fin? Je saisirai toujours cette opportunité-là pour lancer toujours un appel à la paix. Cette fois-ci, je vais m'intéresser plus aux électeurs. Aux électeurs. Écoutez, la campagne électorale elle va démarrer d'ici une dizaine de jours. Nous aurons des envolées en termes de paroles. Il revient justement à ces électeurs-là, à ces populations, de garder toute la sérénité nécessaire, de comprendre en fait que ce n'est qu'une période qui nous est donnée pour aller librement exprimer justement un choix et que cela se passe dans la plus bonne ambiance possible et dans la toute grande sérénité pour que nous traversions cette période-là et que nous puissions nous regarder entre Béninois, entre Béninoises et que nous puissions nous dire félicitations, nous avons pu sauvegarder la paix. Merci. Modeste? Simplement pour redire les mots de Victor et appeler la population à quand même la paix et à la sérénité, parce que quand on parle déjà d'élections, on parle déjà des frustrations, des guerres, et on ne veut pas arriver à des coups de feu. Amis téléspectateurs, c'était Victor Bokor, expert électoral, et nous avons parlé du sujet des différentes phases d'un scrutin, le cas des législatives 2023, et en compagnie de Modeste Dossoutogbe. On se dit à demain pour de nouvelles questions électorales.